Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le sujet de la semaine et on va parler d'Arnacland ou la France, je sais pas. Ouais. En fait, c'est parce qu'on a plusieurs cas qui reviennent en ce moment et du coup, on voulait un petit peu vous en parler. Juste avant, on fait une petite aparté. Normalement, c'est plus une question des actus de la semaine, mais c'est vrai que là, on l'a eu et du coup, on veut y répondre. J'ai quelqu'un qui m'a posé la question, pardon, pourquoi est-ce que nous, on propose des accompagnements pour l'immobilier alors qu'on n'a jamais été accompagné? Genre, quel est l'avantage de prendre un accompagnement, sachant que nous, on est un peu en mode self-made, tu vois? C'est vrai, c'est une bonne question parce que c'est vrai Parce que ça n'existait pas à l'époque. alors oui, pas en tout cas sous la forme où on le faisait, c'est-à-dire que nous quand on a commencé, il y avait vraiment que des formations, mais type vraiment Ouais, c'était e-learning, vidéo en ligne. ouais, c'était ça, c'était e-learning avec des PowerPoint, tu sais, Van Gogh, il faisait ça, Ouais, il était là: «Alors, la SCI à l'IS». Ouais, bah, super, alors les travaux, la plomberie, l'électricité et le truc c'est que globalement, nous par rapport au niveau moyen qu'on avait de connaissances à l'époque, il y avait à chaque fois, plus de 50 des formations qu'on avait regardées, parce qu'en vrai on s'y était intéressé plusieurs fois, on a hésité pas mal de mmh. fois à passer le pas, qui finalement nous servait à rien, donc c'était toujours pareil, c'était le prix, qui était demandé par la formation par rapport à ce que ça nous aurait apporté à ce moment-là. On pensait pas qu'on aurait enfin qu'on aurait gagné quelque chose. Par contre, ce qu'on aurait bien voulu, mais qui n'existait pas à l'époque, je pense que ça aurait été un accompagnement parce que pour le coup, on aurait gagné plus de temps, tout simplement parce qu'en fait, l'accompagnement, il est sur mesure, Ouais, c'est entre guillemets. personnalisé, en fait, Nous, ouais. les problématiques qu'on avait, parce que faut pas croire, hein, même encore aujourd'hui, sur certains sujets, on peut avoir besoin d'aide, on peut avoir besoin de conseils, et on peut être là en mode, bah franchement, on est prêt à payer si quelqu'un peut nous décoincer ou nous apporter la réponse. Le souci, c'est que comme c'était pas du personnalisé, on était là en mode, bon, au final, on va se retrouver avec beaucoup de réponses qu'on a déjà, et les questions qu'on a, qui sont peut-être beaucoup plus nichées, beaucoup plus précises, on ne trouvera pas la réponse là-dedans parce qu'en fait, vu que c'est pas du sur-mesure, on aurait été dans le truc un peu de quelqu'un qui commence vraiment de zéro et qui a besoin de reprendre les bases. Il y a un truc aussi, qui se transmet par l'expérience, tu vois? Moi, je trouve, genre, surtout en France, il y a toujours une théorie et une pratique. Oui, en théorie, on peut mettre un locataire, dehors. En pratique, pas vraiment. Du coup, en fait, il y a plein de choses qu'on a appris sur le tas. Alors, au début, on s'est vraiment pas mal cassé les dents quand même et je trouve que souvent, parce que j'entends Julien faire les retours, WhatsApp le soir, aux investisseurs qu'on accompagne, bah, il y a des questions qui vont de tout ordre et en fait, des questions, en fait, même internet a pas la réponse. Comment tu réponds à un locataire? Qu'est-ce que tu réponds à l'agent immobilier? Sachant qu'en plus, bah, nous, on est de formation, juridique et comptable et pour le coup, je trouve que c'est un réel avantage parce qu'il y a beaucoup de choses où en fait, on les a vues dans nos études, dans nos métiers, où c'est des réflexes qu'il faut avoir et pour le coup, nous, c'est vachement, internalisé, je dirais, parce qu'en fait, c'est des réflexes qu'on a de nos métiers, de nos formations et c'est quand même le principal avantage, c'est qu'au niveau des risques, au niveau de ce qu'on peut faire, de ce on ne peut pas faire, nous, on a énormément de garde-fous et bah, malheureusement, en France, il y a beaucoup de choses, on peut croire sur le papier que c'est faisable, mais en fait, le faisant, tu te grilles, tu vois? Donc enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vois l'avantage de l'accompagnement et il y a des choses, punaise, mais il y avait quelqu'un qui nous avait prévenu que ça, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire, mais plutôt comme ça. Juste que ça, c'était une mauvaise idée. Mais c'est Par, ça. ex- par exemple, acheter un immeuble à 4h30 de chez nous, Non, mais par au exemple, hasard, ou déposer une DP pour une rénovation de façade, et tout ce qu'il fallait, savoir, sans avoir fait venir la mairie sans deux avoir ans fait avant. voilà, il y a plein de choses en fait, même si sur le papier c'est comme ça qu'il fallait faire, en fait, avec l'expérience, Enedis. ouais, Enedis, oh la Là, vache. on aurait En plus, nous, dû. on a posé 9 compteurs, donc autant vous dire qu'on a éclaté le plafond Et des le pire, c'est 6. qu'on a cherché des accompagnements, Personne ne sait! personne ne sait, ou en tout cas, on n'a pas trouvé quelqu'un qui visiblement avait une compétence qu'on aurait été prêt à payer pour Enedis à ce moment-là. C'est ça, améliorer son DPE, enfin, il y a plein de trucs. En fait, vu qu'on a été confronté à ça, c'est beaucoup de situations où, bah, en fait, on sait y répondre. Pareil, le mec, il est mort dans notre appart. Quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Est-ce que je demande parce que du coup, forcément, le bail, est-ce qu'il est fini, pas fini? Tu vois? Il y a plein de trucs comme ça où, en fait, bah, je pense déjà, on aurait gagné de l'argent, à mon avis, Ah, d'avoir on aurait gagné de l'argent et surtout du temps. Tu vois, moi, le truc qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, c'est de voir des investisseurs qui, à la fin de l'année 1, c'est-à-dire 1 an après qu'ils aient commencé à investir, ils sont largement plus loin que ce que nous, on a ouais. fait, tu vois. En fait, ils Et vont plus vite que nous, pour le exactement. coup. Et ça, j'aime bien parce que en réalité,
Bah, il y a beaucoup de gens qui nous voient comme, des je sais pas comment te dire, un peu le biais du survivant, c'est-à-dire comme des exceptions en mode: «Oui, mais ce que vous avez fait, c'est super rare». Ouais, mais en fait, OK, peut-être parce que nous on l'a fait longtemps, qu'on a impliqué, qu'on a mis beaucoup d'énergie dedans, mais la réalité, c'est qu'à la fin de l'année 1, on avait un appart, tu vois? Donc entre guillemets, quand je bosse avec certains investisseurs, à la fin de l'année 1, ils ont déjà, 2 colocs, 2 immeubles, tu là en mode: «Bon, bah, en fait, visiblement, tu peux aller beaucoup plus vite que nous» et forcément, beh, eux, dans 7 ans, s'ils continuent avec la même énergie que nous on l'a fait, ils nous ont largement dépassés et c'est vraiment là l'avantage. C'est-à-dire que en plus, moi, je m'adapte. C'est-à-dire que justement, nous, ce qu'on reprochait aux formations à l'époque, c'était qu'elles étaient pas individualisées. Ouais, Donc c'était entre guillemets, très universel, c'était, quoi. tu fais la même chose que tous les autres et tu auras, les mêmes problématiques et si tu as des problématiques qui sortent un peu de ça, bah, te pose pas trop de questions et avance. Et en fait, non, nous, on regarde chaque cas précis, entre guillemets, quand j'ai des investisseurs qui vont des fois avoir des très bonnes connaissances sur certains sujets, je vais pas les saouler avec. On va aller voir directement, beh, leurs points faibles, là où je peux les aider. Si là, j'ai un investisseur, en fait, il a un bac+5 en fiscalité, bien évidemment que je vais pas lui parler de la SCLIS pendant des heures. Il sait ce que c'est, il vient pas pour ça. Il vient probablement pour, une autre problématique par rapport à la banque, par rapport à trouver un bien rentable ou à l'inverse, peut-être qu'il y a des investisseurs qui savent trouver des biens rentables, ils savent pas les faire financer. Du coup, il y a pas de souci. Entre guillemets, je pourrais peut-être leur apporter, quelques idées ou, leur perfectionner la recherche de biens, mais c'est plutôt sur l'aspect bancaire qu'on va travailler ensemble. Donc entre guillemets, le sur-mesure aujourd'hui de l'accompagnement, c'est de venir travailler sur le besoin de l'investisseur en lui-même, sur vraiment là où on le fait progresser et pas simplement lui donner une formule toute faite et après vas-y applique bourrico et on verra ce qui se passe, tu vois. Mmh. Donc c'est vraiment ça et c'est vrai que ça pour le coup, je pense que à l'époque, vu certaines problématiques qu'on a eues, ça aurait pu nous aider, ça aurait pu nous permettre d'accélérer plus vite ou entre guillemets de moins perdre de temps parce que pareil, tu parlais des retours WhatsApp, le nombre de fois où en fait je démêle des quiproquos entre l'investisseur, l'agent immobilier, le notaire, le vendeur, voire le banquier. Et en fait, je suis là en mode, bah attendez, en fait, vous parlez pas de la même chose. Ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est gris. Et en fait, on remet les choses dans l'ordre et j'aide à avancer. Alors que bah, nous, combien de fois on s'est retrouvés dans des situations un peu inextricables où en fait on trouvait pas la solution parce que juste personne se comprenait et en fait on aurait eu besoin d'un tiers qui nous disait attends on va mettre un peu d'ordre dans toute cette histoire, on reprend de zéro et voilà comment on va trouver une solution, tu vois. Et c'est ce qu'on permet de faire aujourd'hui à des investisseurs, ça leur permet de gagner de l'argent parce qu'ils vont plus vite, parce que ils s'évitent des problèmes, ils économisent leur PV, donc ça veut dire et nous c'est bien ce que c'est de donner des PV pour Ouais, l'IMO, je pense que ça, c'est le moins tu pire, donnes de ouais. PV plus tu pourras aller loin et des fois d'avoir des bons conseils. Est-ce que je travaille avec la banque A, avec la banque B? Force et faiblesse de la proposition. Comment est-ce que peut-être je peux essayer d'avoir le meilleur des 2 mondes en relançant une négociation avec le banquier? Typiquement, là, mon vendeur, OK, il vient me proposer une baisse de prix de 10 000 €. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'essaie encore de gratter 2 ou 3 000 € dessus? Donc vraiment, ça, c'est entre guillemets «nos forces» et c'est ce qu'on apporte aux investisseurs avec qui on travaille aujourd'hui. Sachant qu'on travaille vraiment avec 2 types d'investisseurs différents, soit vraiment le primo-investisseur, celui qui débute, qui a pas encore fait sa première opération et qui veut vraiment, apprendre tous les rouages d'une opération immobilière de A à Z et être 100 autonome à la fin de l'accompagnement. On travaille également avec un deuxième type d'investisseur qui lui a peut-être déjà fait 1, 2, 3 opérations, qui veut se diversifier particulièrement sur les locaux Ouais, ou commerciaux. casser le plafond de verre, tu sais, de l'endettement. Exactement, casser le plafond de verre de l'endettement ou se diversifier vers, des locaux commerciaux parce que, Mmh. c'est normal, hein, sur internet, on vous parle énormément de investir dans l'immobilier d'habitation, beaucoup moins sur l'immobilier commercial. Nous, c'est quelque chose qu'on a développé sur le tas via nos connaissances, via nos expériences, via également toutes les fois on s'est cassé les dents également sur ce type, de biens-là et on aide aussi, justement des investisseurs qui, même s'ils sont plus débutants, primo-investisseurs, on va dire ils sont au niveau intermédiaire et on les aide à arriver au niveau avancé pour qu'entre guillemets, ils passent 1 an et demi après que tu aies commencé à investir où tu sais pas trop où tu vas et où il faut vraiment qu'on te cadre pour te donner finalement les rails pour que tu puisses ensuite aller tout droit vers ton parc de 20, 30, 40 lots. Mmh. Donc si jamais vous êtes intéressé de travailler avec nous, d'en savoir un peu plus sur nos accompagnements, bah, écoutez, il y a un lien en bio et n'hésitez pas à faire un petit tour et on voit, si on peut, travailler ensemble. On va démarrer le thème de l'épisode qui est donc Arnaqueland ou France, je sais pas comment on l'appellera. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, ça vient un peu d'un retour WhatsApp que tu as eu. Alors ça vient de plein Oui, de alors
Le dernier en date, je dis. Ouais, alors il y a le dernier en date, c'est un retour WhatsApp d'un investisseur qui a failli se faire arnaquer sur une immatriculation de société. En fait, et c'est pas le seul parce que j'en ai eu d'autres dans les derniers mois. J'ai eu même ma sœur qui a elle aussi créé sa société, qui elle aussi a reçu des fameux courriers frauduleux où en fait quand vous avez créé votre société, vous recevez un courrier à votre domicile où en fait on vous dit vous venez de créer votre société mais pensez vite à payer ce timbre fiscal. Donc vous avez le petit symbole de la Marianne en haut à droite du courrier pour faire croire que c'est un document officiel. Et en fait, ça l'est pas, c'est juste une fraude pour vous inviter à payer. Et en fait, ils vous estorquent juste de l'argent, ça ne paye aucun service, il y a aucune valeur ajoutée derrière. Mais comme on est dans un pays, on a l'habitude de devoir payer plein de fois, plein de trucs différents. En fait, quand on sait pas, on paye. Autre point qui m'a amené également cet épisode. Je vois de plus en plus de vidéos YouTube sur, on en reparlera un peu plus tard parce qu'on va revenir en détail sur tout ça, mais sur des kidnappings d'influenceurs, sur des extorsions de fonds en rapport avec la crypto-monnaie, etc. Et en fait, je me dis, mais c'est une dinguerie. En fait, on est vraiment dans un pays où tu peux pas passer une journée sans être à deux doigts de te faire arnaquer. Même nous, on a failli se faire Oui, avoir. tu sais que j'étais en train d'y penser justement. C'était en octobre, je crois, C'est en octobre. par un notaire. Par quelqu'un qui s'est passé pour un notaire. Voilà, mais c'était très très bien fait. Et d'ailleurs, je l'ai vu après sur TikTok repasser chez une grosse influenceuse qui a eu exactement le même book que nous en fait. Et elle s'est fait piquer des sous. Donc c'est vrai que l'atmosphère est quand même chelou, tu vois. T'as l'impression que tu marches sur des sables mouvants, mais de l'arnaque et faut pas se faire prendre quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et en fait, pourquoi est-ce que les arnaques se multiplient autant? Bon, déjà, c'est vrai qu'on est quand même dans une société où, entre guillemets, l'argent circule assez vite, il y a tout le temps des trucs à payer. On a aujourd'hui facilité le paiement, virement instantané, virement en crypto, paiement sans contact. Maintenant, des fois, tu peux même payer avec Apple Pay directement depuis ton téléphone sur une application en ligne, etc. C'est plus simple qu'avant de payer parce que c'est vrai qu'à l'époque des grands-parents qui avaient pas de téléphone, pas de carte bancaire, en fait tu payais que en liquide ou en chèque. Donc ça veut pas dire que les arnaques ne fonctionnaient pas, mais entre guillemets les gens avaient besoin de se déplacer. Alors Oui, de se voir ou quoi, alors que là maintenant tout est en ligne. c'est plus nécessaire. Donc les escrocs, ils prennent moins de risques parce que physiquement ils sont pas exposés. Pourtant, la banque, elle met de plus en plus de trucs contre. Parce que déjà, Julien a changé de téléphone cette semaine. Et en fait, il s'est retrouvé avec quand vous changez de téléphone, tous les comptes bancaires et les cartes bleues se retirent du téléphone et vous devez vous reconnecter avec tout. Et tu t'es fait bloquer le compte d'une des SCI pour faire un virement. Quel enfer, franchement. Parce qu'en fait, c'était plus le bon téléphone, alors que c'était bien lui, hein, c'était le nouveau. Et malgré ça, en fait, il fallait appeler la brigade de je sais pas quoi pour débloquer ton virement. J'ai dû appeler une fois l'assistance, rappeler l'agence, rappeler l'assistance, rappeler l'agence. J'ai pété mon crâne et ça, c'est vraiment le truc. Je pense que ça m'a fait péter 8 heures cette semaine, Ouais, je pense. Enfin, 8 heures de boulot que j'aurais pu mettre dans autre chose. Juste le changement de téléphone parce que forcément, on a tellement de comptes bancaires, tellement d'applications qu'il fallait forcément qu'il y en ait une qui merdouille. C'est en plus celle où j'avais besoin de faire un virement absolument aujourd'hui parce que je devais faire un virement d'une banque à une autre parce qu'on avait des échéances de prêts qui allaient passer, que grosso modo, on a un compte où on reçoit tous les loyers pour simplifier et après, moi, je redistribue en fonction de là où il y a besoin de payer. Bref, c'était une vraie galère et c'est vrai que je suis bien placé pour savoir que les banques ont énormément renforcé avec les Securipass, avec les cartes virtuelles, avec toutes ces choses qui vous permettent d'avoir de la sécurité sur les paiements. Mais ce qui se multiplie, c'est les arnaques où c'est la personne qui se fait arnaquer et on n'est pas juste sur un vol des données bancaires. C'est un phishing, quoi. C'est ça que tu dis, non? Non, oui. En fait, c'est que le phishing aujourd'hui est un petit peu plus compliqué qu'avant. Parce que c'est normal, la banque a mis énormément de moyens là-dessus. Moi d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler en banque en genre 2019, même 2018, c'est en 2018 que j'ai démarré au Crédit Agricole. À l'époque, le nombre de personnes âgées qui se faisaient avoir par du phishing, mais vraiment des trucs à la con, genre les SMS que tu recevais qui cliquaient, ils mettaient juste leur code parce qu'à l'époque, t'avais qu'un code pour te connecter sur ton application. T'avais pas les vérifications de la banque qui en gros vérifiaient que le téléphone avec lequel tu te connectais à ton application, c'était bien celui qui était enrôlé. Enfin bref, c'était beaucoup plus facile d'avoir les codes bancaire de quelqu'un. Forcément, ça aujourd'hui, ça a quasiment disparu parce qu'en fait, aujourd'hui, la banque, tu as ton propre téléphone qui est enrôlé. Et d'ailleurs, même moi qui ai essayé de changer de téléphone avec le même identifiant Apple, ça a bloqué parce que la banque, l'application identifie bien que c'est un nouveau téléphone.
pour éviter que si quelqu'un, par exemple, volait votre téléphone, arrivera à passer les données sur un autre. En plus, vous avez les systèmes où globalement, quand vous enregistrez un IBAN, des fois vous devez attendre, ou alors s'il n'y a pas besoin d'attendre, ce qui va se passer, c'est qu'on va vérifier qu'entre guillemets c'est un IBAN dont vous avez l'habitude, c'est-à-dire que si jamais vous enregistrez jamais d'IBAN étranger, d'un coup vous enregistrez un IBAN étranger, boum, alerte, ça bloque. Enfin bref, d'un point de vue informatique, les banques se sont énormément évoluées là-dessus pour éviter justement ces phishing-là, et c'est pas, entre guillemets, c'est marrant parce que les banques le font pas spécialement pour protéger leurs clients, elles le font parce qu'en fait c'était elles qui étaient responsables de rembourser les clients s'ils se faisaient avoir de cette manière-là, quoi. Oui, c'est vrai. C'est toujours, hein, faut se souvenir, hein, les banques vous veulent pas du bien, elles veulent juste gagner du pognon. Du coup, ça, c'est moins commun, mais du coup, aujourd'hui, les escrocs ont évolué. Il va y avoir beaucoup plus d'arnaques où, globalement, sans piquer vos coordonnées bancaires, ils vont arriver à vous faire cracher de l'argent. Bah ça, tu vois, je pense déjà c'est parce que la France, elle est tellement bureaucratique, pardon, que en fait, du coup, c'est très facile comme l'histoire du papier là quand vous créez votre SCI. Pour nos investisseurs, en fait, nous on leur propose soit ils la créent eux-mêmes. Du coup, moi j'ai fait un petit, en fait, je l'ai tellement fait que du coup je sais le faire. J'ai fait un PDF en gros où je mets les étape par étape, pardon, sur l'INPI pour créer sa société. Et puis ceux qui veulent pas s'embêter avec ça, ils vont voir le comptable directement pour s'immatriculer. Bah en fait, il y a tellement de cases, tellement de nuances. Puis en fait, le greffe vous raquette, je sais pas combien pour l'immatriculer, vous devez déposer au JAL, c'est encore 200 et quelques. Et en fait, ça fait tellement le cumul. Et je pense que le français de base a peur aussi. Tu sais, il y a tellement de manières de se faire rattraper par les impôts qu'en fait, on préfère payer 100 balles. Alors c'est que 100 balles, ça peut être beaucoup pour certains, mais quand on crée une société, voilà, bon, c'est plus ou moins les prix. Et ben en fait, on préfère payer 100 balles et ne jamais avoir de problème avec l'État français plutôt que de rater un paiement et en fait vous faire rattraper, avoir des pénalités, des saisies, parce que l'État français lui il va assez vite, hein, C'est dès que ça, vous mais payez pas. c'est typiquement ça, vous avez dû tous le recevoir, vous recevez un SMS, attention, vous avez été verbalisé Ah pour une oui, ouais, contravention, ils te mettent le lien de pour ne pas paiement. avoir payé le parc-mètre, vite payer avant d'avoir la pénalité supplémentaire. Et c'est con parce que c'est exactement comme ça que fonctionne le système des contraventions. Quand vous en recevez une, soit vous payez dans les 15 jours et elle est minorée, soit vous avez le tarif plein, soit vous aurez un tarif majoré si vous payez en retard. Du coup, comme on a été habitué vraiment comme des moutons à ce type de pénalité, de règles quand tu payes quelque chose ou que tu n'as justement pas payé quelque chose dans les temps, qu'entre guillemets notre cerveau est un peu en automatique quand on va voir ce genre de truc, on est en mode ah mince, c'est encore l'État qui nous prend de l'argent, mais en fait c'est normal qu'ils prennent de l'argent donc autant que je paye, sauf que des fois on se fait avoir et que c'est pas vraiment l'État, et c'est là où les escrocs l'ont compris. Suffit de se faire passer pour l'État, ou suffit juste que le courrier soit suffisamment soit suffisamment persuasif Oui, c'est ça. et Ouais. mettre une situation d'urgence pour que la personne paye. Et en fait, elle va appeler des biais dans le cerveau, presque comme du marketing, en mode, bah vraiment, faut que tu payes maintenant, sinon ça sera trop tard, tu vois. Mmh. Et là où vous pouvez les identifier facilement, c'est que souvent les escrocs, entre guillemets, ils sont mauvais en orthographe. Le nombre de fois où j'ai vu des faux courriers où en fait il y a des fautes d'orthographe dedans, donc vous voyez bien que c'est pas un vrai document. Ça vient quand même petit à petit à disparaître parce qu'aujourd'hui, j'imagine, tous les escrocs ont accès à ChatGPT, même s'ils savent pas écrire le français, qu'ils n'ont pas été à l'école. Ils mettent leur faux courrier dans ChatGPT, ChatGPT corrigera les fautes pour eux et normalement ça leur permettra de pouvoir continuer leurs méfaits avec un petit peu plus de facilité. Également aussi, une autre problématique, c'est qu'on est dans une société qui est un peu plus individualiste, où entre guillemets, le fait d'escroquer les autres est moins mal vu que ça pouvait l'être à une époque. C'est-à-dire Ah, que tu te sens moins coupable, tu penses, si tu escroques quelqu'un je que pense que tu te sens moins coupable parce que on le voit quand même de tu dois te manière dire celui-là il gagne trop d'argent ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, Ouais, voilà. c'est qu'en fait, t'as un mélange de jalousie et t'as un mélange de on voit bien que entre guillemets la France aujourd'hui c'est un peu un grand pot de miel où tout le monde pique si tu veux, et tu te dis bon bah de toute façon tout le monde est déjà en train de faire des choses illégales. Pourquoi est-ce que moi je vais me casser la nénette à être honnête et à gagner mon Moi, argent c'est une réflexion que j'ai pas dignement, du tout, mais et je vais juste agir comme les autres. De toute façon, les politiciens sont tous pourris, ils piquent tous de l'argent, sont tous corrompus. Au final, moi, si j'arnaque, de toute façon, les gens aujourd'hui, ils ont des assurances, ils se feront assurer. Ou puis même, si j'ai volé à quelqu'un 100 euros pour l'immatriculation de sa société, c'est que 100 euros. Mais moi, 100 euros, si je le fais 1000 fois, bah, ça me fait mon chiffre pour plusieurs années. Je pense qu'il y a de ça, sachant qu'en plus, aujourd'hui,
un peu avec Internet, t'as des manières de frauder et de te faire passer pour quelqu'un d'autre qui sont plus faciles. C'est arrivé à ma mère il y a quelques années. Il faut savoir que ma mère est vétérinaire et globalement, elle paye pour être dans un truc, ça, bon, elle a arrêté que L'agenda de je sais pas quoi, je ouais. lui ai dit que ça servait à rien, mais elle payait pour être dans l'agenda des communes, qui était en fait un espèce de truc marketing où globalement tous les habitants du village recevaient comme quoi tous les commerces du village avec numéro de téléphone, etc. Ça te permettait C'est de te la faire pub à connaître. l'ancienne, quoi. C'est de la pub à l'ancienne, voilà. Et en fait, un jour, elle s'est fait appeler par un commercial qui s'est fait passer pour L'agenda des communes, ouais. l'agenda des communes, sauf qu'en fait, c'était pas vraiment l'agenda des communes. Donc en fait, il est venu faire la même présentation, etc. Et il est reparti avec un chèque parce que ma mère pensait avoir payé. Ah, il était venu physiquement, je pense que Il était c'était au venu téléphone. physiquement en OK, plus. OK. Et du coup, elle avait payé, sauf qu'en fait, elle avait pas payé à la bonne société. Elle avait payé un escroc qui s'était fait passer pour Pour la la société en société. question, pour simplement piquer de l'argent. Et là où, en fait, pour éviter que tu portes plainte, ils avaient essayé de mettre une petite zone grise. En fait, ils avaient créé genre, c'était pas l'agenda des communes, c'était l'agenda de la commune. Et du coup, ils avaient créé quasiment la même chose. Bien évidemment, la portée marketing n'était pas du tout la même, tu vois. Donc, Mmh. c'était une fraude. Mais pour mettre le doute et décourager la personne d'aller à la porter plainte à la gendarmerie, éviter qu'il y ait une enquête, ils avaient mis quelque chose pour essayer de... En gros, moi, c'est un problème que je vois souvent en France. C'est que la nuance entre pénal et civil est souvent floue. C'est-à-dire que globalement, tu piques de l'argent à quelqu'un, c'est du pénal. Par contre, globalement, si tu dis qu'en fait, tu lui as pas vraiment piqué du pognon, mais que tu l'as fait payer pour un service, bah du coup, c'est plus vraiment du pénal, c'est du civil parce que c'est à lui de démontrer qu'en fait, le service est frauduleux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Tu comprends? je comprends. Et tu sais aussi ce que j'étais en train de réfléchir, c'est qu'en fait, récemment, dans notre entourage ou des connaissances de notre entourage, ça j'ai l'impression que quand même des gens qui sont pas censés frauder, le font quand même. Par exemple, j'ai une copine qui, est à son compte et en fait, l'appartement est trop petit pour son activité. Ils auraient besoin d'une pièce supplémentaire et en gros, elle a pas la situation pour prendre un appartement, en tout cas, pas les papiers, ce qu'elle donne en termes de chiffre d'affaires, elle est en auto-entreprise. Elle et son compagnon, c'est pas suffisant pour les agences pour, sélectionner leur dossier pour avoir l'appartement, tu vois? Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, falsifié les bulletins, pour pouvoir passer. Alors, est-ce que c'est une fraude? Je suppose que oui, quand même, Bien parce sûr, qu'au c'est une faute, final, tu fais des faux papiers en ben soi. voilà. Après, elle est là en mode je vais payer mon loyer, j'ai les revenus pour payer mon loyer, mais en gros, elle a pas les conditions pour obtenir l'appartement. Et du coup, moi, ça me met un peu mal à l'aise. Je suis là en mode, je sais pas quoi faire de cette info, tu vois. Et pareil, la dernière fois, on était à une soirée chez des amis avec Julien, et ils avaient invité une connaissance à eux aussi, qu'on avait déjà vu une ou deux fois. Et lui, il racontait il travaillait dans les assurances. Et en fait, il organisait des fraudes à l'assurance sur des J'étais vélos. Vraiment que j'étais assise. J'étais là, C'est mais ça, what où the en fuck? gros, il permettait aux gens de se faire payer un vélo gratuitement en déclarant un faux vol de vélo, etc. Et bref, le truc était bien ficelé. Et apparemment, il le faisait en volume assez important. Et c'est Et vrai que qu'il se j'étais là en faisait pas mode... gauler. Et j'étais là, mais qu'est-ce que... Genre, ouais, il y a des gens, ils gagnent 2000 balles comme ça, juste parce que ils connaissent la bonne c'est personne. ça, Et c'est ça. je... Et le pire, c'est que même nous, on va pas vous faire semblant qu'on est les chevaliers blancs et que, entre guillemets, On fraude pas, non? non, on fraude pas, mais je veux dire, on va pas faire croire qu'on est les chevaliers blancs et que du coup, on les dénonce, on leur dit Ah non, attention pas ce que du vous tout, ils faites, font ce c'est qu'ils veulent, mais... limite quand on leur dit ça, parce qu'on est bien conscient qu'on est dans une société qui tourne un petit peu bizarrement, tu sais, on est un peu dérangé entre leur dire bah bravo et c'est quand même un peu chaud ce que tu fais, Ouais, tu vois. j'avoue, ouais. Du coup, c'est vrai que même nous, au final, qui devrions avoir une aversion totale à ça, parce qu'on a toujours tout fait dans les règles, on a toujours essayé de respecter la loi, les lois, même quand certaines paraissaient injustes, etc., qu'on a toujours essayé de tout faire dignement, on est là en mode, c'est si facile en fait. Et quand tu vois des gens qui, en soi, il n'y a pas un mauvais fond, et en soi, c'est vrai qu'ils arnaquent des assurances, tu vois, ils piquent de l'argent à personne en Bon, il soi, tu arnaque vois. son employeur, ouais, effectivement, mais... Mais voilà, Et puis, c'est pas quelqu'un qui est dans le besoin, je veux dire, il a oui, en plus, un appartement, il gagne un salaire, mais tu vois, du coup, c'est un drôle de... Je pense que le contexte fait aussi que tout le monde pense que c'est OK de faire ça. C'est un ouais, peu ce que tu ouais, disais tout complètement. à l'heure, ouais. Puis, on peut aussi parler une autre catégorie où il y a énormément de fraudeurs et d'escrocs, c'est les artisans. On est bien Ouais, placé alors dans ça, par l'immobilier contre, pour le mais ça, savoir. je pense que ça existe depuis toujours quand même. Depuis la nuit des temps, t'as toujours quelqu'un qui va te raconter qu'il a versé la compte et que le mec s'est jamais pointé, tu vois. Oui, sauf que je trouve que vu l'explosion des arnaques et des fraudes qu'il y a un peu partout, la problématique que tu vas avoir, c'est de te dire, au final,
il ira pas plus loin parce qu'en fait, c'est certainement pas la première fois qu'il se fait escroquer et peut-être que même lui, c'est un escroc, tu vois? Tu comprends un peu le truc? Ah, en mode il a genre 2-3 coups devant lui avant de se faire gauler, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, là, moi, de ce que je vois, c'est que à chaque fois que je vois des histoires d'escrocs avec des artisans, globalement, c'est souvent des petites escroqueries plus que vraiment la grosse escroquerie en mode il a piqué 100 000 €, il a disparu en partant dans un autre pays. Il y en a, mais heureusement, elles sont quand même relativement rares. J'ai pas non plus 100 histoires à raconter comme ça. Par contre, des trucs du plombier ou de l'électricien qui est venu, qui a facturé genre Ah une parce que somme oui, l'autre, ce que tu complètement disais l'autre jour, ouais. 10 fois ce que vaut l'intervention qu'il a fait. Et le pire, c'est qu'on a 2 exemples de 2 personnes dans notre entourage qui se sont fait avoir comme ça par des plombiers. L'un, il s'est fait facturer 500 € pour un truc où en soi c'était un devis, donc l'artisan n'a rien fait, il a même pas travaillé, donc en soi il aurait même pas dû facturer quoi que ce soit. Et il a demandé 500 € pour ça. Et j'ai un autre cas où pareil, la locataire d'un investisseur a une fuite d'eau, elle prend pas le temps Contacter le de contacter le propriétaire, propriétaire, elle appelle d'elle-même un plombier. recommandé par je sais pas Bah, qui, en fait, ouais. justement, le propriétaire avait donné au cas où le numéro d'un plombier, voilà, il avait fait les choses bien. En plus, il avait dit: «Si jamais vous avez une urgence, appelez ce plombier-là, je le connais». Ce plombier-là recommande un autre plombier. Ouais. Donc c'est là où c'est la première fois que j'entends par une recommandation qu'il y a une escroquerie, mais visiblement des fois, soit le mec travaillait bien et est devenu un escroc entre-temps, j'ai pas très bien compris ce qui s'était passé, mais du coup c'est le plombier du proprio qui en a recommandé un autre et apparemment quand l'autre est venu, il a facturé 1 200 balles pour, je sais pas, remettre un joint dans une salle de bain et la locataire, elle a fait une empreinte de carte de 800 balles. Le plombier l'a persuadé que dans tous les cas, il y avait pas à s'inquiéter, que c'était le propriétaire qui allait payer. Du coup, elle a fait une Et le empreinte de carte de propriétaire, il a 800 dit: balles «C'est non». et forcément, bah, le propriétaire a dit: «Bah non, je vais pas payer 800 balles alors qu'il a remis un joint, quoi». Mmh. Et le truc, c'est que, en fait, ça devrait faire sauter au plafond tout le monde, tu devrais avoir un dépôt de plainte, une enquête, et cetera. Et on a des amis gendarmes, ils nous disent pour ce genre de plainte, il y aura jamais de conséquences. Ouais, ou en fait, déjà ils ont pas le temps. Enfin moi j'ai quelqu'un dans mon entourage proche qui est gendarme. En fait, déjà ils sont souvent, Ouais. sous l'eau donc en fait c'est vu qu'il y a pas d'urgence immédiate, de toute façon, l'arnaque elle est faite donc c'est qu'une question de délai pour récupérer les sous. Bah, en fait, c'est traité dans 1 an et demi, tu vois? Avec un peu de chance si c'est pas classé sans suite et moi je trouve aussi c'est parce que l'État est permissif, tu vois? Nous on s'est déjà fait, escroquer plus ou moins, par un artisan, bah, en fait, il suffit qu'il dissout la société et il y a aucune, poursuite, tu vois? En fait, il y a de ça aussi, c'est qu'il y a jamais de conséquences, il y a jamais de justice, à ce genre de fait et en fait, il a suffi qu'il en repop une nouvelle et hop, c'est Et reparti, hop, tu c'est vois? reparti, il continue à arnaquer, ouais. Sachant que en plus, ça c'est, j'ai vu plusieurs vidéos à ce sujet et si ça vous intéresse, bah, vous pouvez aller voir. C'est une chaîne YouTube dont tu as déjà parlé dans ce podcast, c'est Asher. Moi j'aime bien, je regarde ce qu'il fait en crypto, et cetera. Lui, il a fait pas mal de vidéos les derniers temps pour alerter sur, les kidnappings, autour justement des, investisseurs crypto en France. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui est assez fou. C'est-à-dire qu'on est un des pays au monde où par rapport au nombre en gros, si tu rapportes le nombre de kidnappings pour 1000 détenteurs de crypto, on est un des plus élevés au monde. En fait, ils veulent quoi? Ils veulent la ledger, c'est ça? Bah, Enfin, en je sais fait, pas, le je but, c'est toujours le même. C'est soit tu kidnappes l'investisseur, soit tu kidnappes un de ses proches et tu demandes une rançon. ah oui, OK. Parce que bon, si tu piques juste sa ledger, si t'as pas sa seed phrase, tu feras rien de toute façon. Oui, c'est ça, surtout Non, je c'est que contrôle pas. tu lui demandes un virement parce que du coup la crypto comme c'est il y a plein qui imaginent que c'est moins traçable ou qui imaginent qu'effectivement, bah, par rapport à un compte bancaire où le compte bancaire il va bloquer, bah, là entre guillemets, c'est vrai que tu peux faire des gros virements, sans problématique. Ils pensent qu'entre guillemets en kidnappant un gros, pardon, un gros investisseur crypto, tu vas pouvoir, lui racketter énormément d'argent. Et le truc, c'est que pourquoi la France est un des pays qui est, les plus concernés par ça? En fait, c'est un triple phénomène qui est, assez, inquiétant et qui finalement rebondit un peu à tout ce qu'on disait, juste avant sur les différentes arnaques et fraudes. C'est que de un, tu te retrouves avec un État qui est, fort Passif, avec les faibles et faible avec les forts. C'est-à-dire que globalement, toi, déclare pas ton compte, Binance ils à ont besoin de l'étranger, bah, cacher, tu vas ouais. te prendre des amendes, on va venir te le chercher, tu vas manger un contrôle fiscal. Donc du coup, on te force à déclarer, tous tes comptes à l'étranger, tes plateformes crypto. Donc l'État a dans ses fichiers qui détient quoi, et en fonction des revenus que tu as déclarés, c'est potentiellement qui a combien. Et
il est pas capable d'assurer la sécurité informatique des données. Donc en fait, il y a plein de fois où l'assurance maladie ou Pôle emploi ou d'autres organismes de l'État se font pirater. Les pirates arrivent à voler énormément d'informations, dont parfois justement les données des détenteurs de crypto. Ça part après sur le darknet et c'est revendu après à des organisations criminelles qui du coup arrivent souvent en retrouvant, parce que vous allez jamais arriver à avoir Kevin Durand 8 chemins du pré détient 10 bitcoins. Ça vous arriverez pas à l'avoir, mais globalement ils vont arriver à faire un retracement entre une adresse mail avec un compte crypto, une déclaration d'impôt avec un montant assez important, une adresse, ou en tout cas ils vont arriver à faire les recherches sur internet pour avoir les infos qui manquent, pour identifier la personne qui potentiellement a beaucoup de crypto, pour ensuite la kidnapper ou kidnapper un de ses proches pour lui demander une rançon. C'est beaucoup d'efforts. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que l'État là, on s'est rendu compte que il demandait des informations aux investisseurs que finalement il aurait peut-être pas besoin de demander. Tu vois, est-ce que l'État français a particulièrement besoin de savoir exactement qu'est-ce que vous faites ou sur quelle plateforme ou quoi au final si vous déclarez vos impôts. Peut-être qu'il y a plus de moyens à mettre sur un cadre légal cohérent et tout simplement attractif pour justement faire de la valeur ajoutée là-dedans que entre guillemets simplement mettre des moyens sur forcer les gens à déclarer leur compte, sur la sécurité de leur compte. Et le troisième point qui fait également que la France est un des pays où il y a le plus de kidnapping, c'est le peu de sanctions pour les ravisseurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas où en plus il y a eu des kidnappings autour d'influenceurs crypto et qu'entre guillemets ils sont sortis libres de la garde à vue, quoi, sous contrôle judiciaire. Oui, mais ils gagnent de l'argent. Et ça, tu vois. Ouais, mais je veux dire, tu te retrouves avec un triple problème où, par rapport à tout ce qu'on se disait jusqu'à maintenant sur les fraudes, les arnaques, etc., tu te retrouves dans un cas où, en fait, pourquoi la France, qui est censée quand même être un pays, je sais pas, on te dit, ouais, c'est un pays régalien, où il y a des polices, il y a une justice, etc., c'est celui où il y a le plus de kidnapping. Genre, limite, tu pourrais aller dans des pays beaucoup moins fréquentables en soi, tu serais plus en sécurité, toi et tes cryptos, tu vois. Après, je te dis, moi, la personne qui est gendarme, qui est proche dans mon entourage, en fait, elle dit, il n'y a pas les moyens, en fait. Il n'y a pas les moyens et c'est pas l'urgence, visiblement. Donc, après, en tant qu'investisseur, du coup, est-ce qu'il faut faire attention? Bon, je pense que la dernière fois qu'on en a parlé, les faux dossiers locataires. Les faux dossiers locataires, il faut faire super attention. Pareil, donc on vous a dit dans les précédents épisodes comment un peu regarder les fausses fiches de paye, etc. Mais tu vois, je pense qu'il faut toujours un peu doser le risque parce que par exemple, la copine que je racontais qui du coup fait des fausses fiches de paye pour avoir son appart. Moi, je suis propriétaire. En plus, ces fiches de paye, elles sont bien faites pour le coup. Je regarde ces fiches de paye, je me dis c'est cohérent et tout. Elle est pas censée ne pas payer. Je l'ai déjà vue en vrai, elle me fait bonne impression. Moi, je me dis garant, pas garant. Si garant Visal, tu vois, quel est mon risque au final? Si c'est des fausses fiches de paye. Tu vois, je pense qu'il faut un peu raisonner un peu en risque, parce que sinon tu deviens parano, tu vas vouloir prendre personne. Et pareil, les artisans, moi souvent, les artisans que je prends, c'est des gens qu'on nous a recommandés. Vous pouvez voir sur internet si vous avez un doute, hein, depuis combien de temps ils sont immatriculés. Si ça fait pas longtemps, bizarre. Si vous allez voir sur Paper, c'est qu'en fait ils ont eu plein de sociétés. Oui, alors ça c'est facile à voir. En plus, c'est vrai qu'en France, tu sais, ta vie est vite sur internet, en fait. Hein, c'est pour ça. Et ça pour les artisans, voilà. Pareil, il y a toujours aussi un peu l'effet bonne impression. Les artisans, je pense que c'est moi je pense que c'est là où t'as peut-être le plus de risque de te faire arnaquer. Mais par exemple, là aussi, s'ils vous demandent un acompte gigantesque pour la facture qu'il va y avoir, moi je me dis, bizarre quand même. Tu vois. Pareil, si il a pas avancé au bout d'une semaine alors qu'il avait dit qu'il avançait, en fait, peut-être que c'est une arnaque et que du coup, on a perdu la compte, tu vois. Je sais pas comment tu le sens. Si, moi je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que le risque zéro n'existe pas. Ouais, et pour moi, en fait, faut pas être parano non plus parce que sinon on n'avance pas. Mais oui, et puis c'est un peu le mot que je voudrais que vous reteniez dans cet épisode, parce qu'en fait on vous a parlé de tout ça, c'était un peu pour vous ouvrir à tout ça, parce que nous on se rend compte qu'on est confrontés quotidiennement et limite ça devient normal pour nous de voir des arnaques à droite à gauche. Mais je me dis peut-être justement pour des auditeurs qui sont pas investisseurs ou qui peut-être ont eu la chance et sont jamais rencontrés ce genre de cas, ou qui entre guillemets ne font pas attention à tout ça, se rendre compte que tout ça existe. Maintenant, comme tu dis, il faut pas devenir parano.
parano. Et c'est surtout qu'en fait, faut accepter que forcément un jour ou l'autre, tu vas finir par te faire avoir. Bon, heureusement, en général, ça sera pas des grosses sommes, ou en tout cas, il y a quand même des choses sur lesquelles il faudra faire plus attention quand les sommes en jeu commencent à être plus importantes. Et globalement, je pense que quand tu commences à investir beaucoup, donc quand tu te retrouves particulièrement exposé à toutes les arnaques diverses qu'il peut y avoir, parce qu'on n'a pas parlé des arnaques à la rénovation énergétique, mais on aurait pu. C'est vrai que on n'a même pas eu le temps d'en parler dans cet épisode tellement il y a de choses à dire sur ce sujet. Mais j'avais préparé une petite infographie où justement j'avais retrouvé quels étaient les plus gros hameçonnages les plus fréquents en 2024. Donc il y avait la fausse infraction routière, la fausse livraison de colis, le faux support technique, le faux RIB, le faux conseiller. Il y a encore d'autres arnaques, comme vous pouvez être la mule bancaire, quand quelqu'un vous contacte en vous demandant d'encaisser un chèque puis de lui faire refaire un virement de l'autre côté en gardant une somme, sauf qu'en fait le chèque la plupart du temps il est faux ou il va être annulé, donc en fait vous allez reperdre de l'argent dans l'histoire. Bref, en fait il y a tellement de cas d'arnaques et de fraudes diverses et variées que on n'a pas le temps d'en parler, ou alors il faudrait qu'on vous fasse un podcast de 3 heures sur le sujet. Par contre, moi ce que je veux que vous reteniez, c'est que globalement on ne gagne jamais rien sans rien, donc en fait il n'y a pas d'argent gratuit, c'est toujours ce que je dis, c'est-à-dire que globalement c'est pas normal si vous gagnez de l'argent d'une manière qui est trop facile, ou que vous avez l'impression que vous allez avoir trouvé un cheat code ou une manière spéciale de gagner de l'argent. C'est soit que vous êtes déjà dans l'illégalité, vous-même un escroc, soit qu'en fait vous êtes en train de vous faire escroquer dans quelque chose. Toujours pareil, process de vérification. Je reviens, ça faisait un peu le mot de l'intro, vous immatriculez une société tout seul ou avec votre comptable, vous payez vos frais de greffe, vous payez les honoraires du comptable, vous payez votre publication au journal d'annonce légale. Si vous recevez encore un truc à payer, posez-vous quand même la question. Vérifiez sur internet, demandez à un proche qui a peut-être déjà une société, demandez à votre comptable. Ne payez pas juste en vous disant « Ah putain, faut que je le paye le plus vite possible, sinon je vais prendre une pénalité ». Non, non, non. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois et maintenant c'est une habitude qu'on a. On s'est fait appeler 3000 et quelques euros pour des ordures ménagères sur notre projet de l'hôtel. On n'a toujours pas payé parce qu'on n'est pas d'accord sur le montant. C'est pas une fraude, heureusement. Mais c'est pour vous montrer que même quand on sait que c'est l'État qui nous envoie un paiement, on n'est pas en mode attention, on va payer dans la minute, sinon il va y avoir un problème. Non, on attend. Et c'est pour ça que si jamais on reçoit, et on en a déjà reçu des courriers qui ressemblaient à des fraudes ou des choses comme ça, où on leur mettait sur la table, on regardait l'un avec l'autre, tu penses que c'est une fraude? Ouais, je pense, bon, mets-le à la poubelle. Je me souviens même, et ça sera peut-être l'anecdote un peu drôle de la fin, on avait reçu un courrier qui mais vraiment ça ressemblait à une fraude, le truc, et c'était en du rapport avec notaire. Enedis. Oui, On avait reçu c'était la servitude ou je sais pas quoi de Exactement. mais quel enfer. On avait reçu de la part d'un soi-disant notaire À Annecy. d'Annecy. Mais nous on n'a rien du tout à Annecy. Rien à Annecy, j'ai mis une fois les pieds dans ma vie, vraiment je connais personne là-bas. On a reçu un notaire, un courrier d'abord un mail. Non, d'abord un courrier et après un mail où la dame elle était là, mais payez, enfin donnez-moi les papiers que je puisse vous payer. Moi, donnez-moi les papiers à un RIB que je puisse vous payer. En plus, elle avait mal orthographié le nom de notre société. Donc vraiment, moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et apparemment, c'était en rapport avec Enedis. J'étais persuadé que c'était une fraude. Et j'ai contacté quand même Enedis pour savoir. Et Enedis m'a dit, non, c'est pas une fraude. Vous avez vraiment droit à un paiement. Bon, c'était 10 euros, je crois, ou même pas. Mais non, mais il y avait plein de trucs qui allaient pas. En fait, c'était soi-disant un notaire de l'étude qui m'appelait. Je t'appelais aussi Sirette. En fait, il y a pas du tout son nom dans l'étude. Alors là, moi, on me la fait pas, tu vois. Ouais, exactement. Enfin bref, tout montrait que c'était un giga scam. Et en fait, c'était pas un scam, c'était vraiment un notaire de Annecy qui travaille avec Enedis et qui nous a versé 10 balles pour la servitude de passage des câbles Enedis sur notre terrain. C'est ça. Enfin vraiment, c'est pour vous montrer que en plus, on se retrouve dans une société économique où globalement, tu peux avoir des cas où les choses qui ne sont pas des arnaques vont paraître plus suspectes que des arnaques qui sont super bien ficelées. C'est vrai. Donc après, bon, c'est pas pour rendre parano, encore une fois, c'est juste on réinsiste sur l'importance des fois de se poser la question. C'est vrai que ça me fait un peu de peine. Les gens qui se font arnaquer, ce sont des gens qui sont beaucoup trop honnêtes, où l'idée ne leur revient même pas que ça pourrait être une arnaque. Malheureusement, je pense qu'on est dans un monde complexe où en fait il faut se roder un peu à tout ça, même s'il y a des choses, ça nous paraît... la confiance n'exclut pas le contrôle, même si c'est un artisan qu'on connaît, même si machin, truc. Moi, j'irais même au-delà de ça, c'est soyez toujours suspicieux.
Ça veut pas dire être parano, ça veut juste dire que retenez de manière générale que c'est compliqué de trouver des gens bien qui vont pas essayer de vous la mettre à l'envers et qui vont bien travailler de manière honnête. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on arrive à un moment où l'honnêteté commence à Se frôler les raréfier. 50% de la Se population, si vous voulez. raréfier, ouais. Donc c'est pour ça que dans la plupart des cas, comme tu dis, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire, voilà, soyez toujours sur la défensive, attendez de voir, vérifiez, ne payez jamais avant d'être vraiment sûr, peu importe le cas de figure. Les assurances aussi, Ouais. c'est une solution. Je sais que nous, on nous pose souvent la question pour la GLI, donc pour la garantie loyer impayé, on ne l'utilise pas parce que c'est trop cher pour nous et qu'on se fait de l'auto-assurance via notre parc. Par contre, plus ça avance, plus on a des protections juridiques dans tous les sens parce qu'en fait, on a l'avocat facile avec les années. Ouais, C'est vrai que les j'avoue, ouais. avocats c'est cher et que du coup, quand on a des protections juridiques pour utiliser les avocats, c'est quand même mieux. Je sais pas si tu as encore un petit conseil à rajouter sur la fin? Non, je pense qu'on a déjà bien fait le tour, processiser un maximum, hop, un locataire, 2-3 vérifs, tu vois? Si vraiment c'est un peu comme comment on appelle ça? C'est pas du contrôle de gestion, c'est de l'audit interne. Hop, tu fais une charte de risque et en gros, bon, bah, risque faible, je vais pas plus loin, tu vois? Ah, risque moyen, il y a un truc qui me fait tilter, je pousse un peu les contrôles. Soyez comme ça dans votre parc immo, je pense que ça vous évitera pas mal de soucis et voilà. C'est ça. Et puis retenez toujours, parce que moi c'est vraiment là où je vois le plus de fraudes facilement identifiables, parce que je pense qu'il se passe pas une semaine sans que je reçois pas un courrier, J'avoue. un appel, un mail, un SMS sur je sais pas moi, j'ai été sélectionné pour avoir droit à une rénovation énergétique gratuite ou je ne sais quoi. C'est full fraude, full scam. Je dis pas qu'il y a pas des aides à la rénovation énergétique, on en reparlera dans un prochain Ouais. épisode. Et je pense que ça nous fera un rebond sur les scams dont on a parlé aujourd'hui. Mais retenez que voilà, quand on vient vous chercher par la main pour vous faire gagner de l'argent, c'est que en général, c'est pour vous escroquer. Ouais, rien n'est facile, rien n'est gratuit. Exactement. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, à nous suivre, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous suivre sur Instagram, La Flouserie et Quitte le Boomer Dream, où on partage un petit peu notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao. À bientôt, ciao.